À la une de cette édition, la troisième réunion de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le commerce intra-régional s'est déroulée ces 27 et 28 avril 2023 à Abidjan. Renforcement de la croissance économique, emploi, transformation structurelle et développement du secteur privé étaient au menu. Entreprises, organisations ont mené une campagne de sensibilisation sur l'importance de la sécurité sur le lieu de travail à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Nous le verrons dans cette édition. Signature d'un contrat de franchise entre American Dream Capital Funding et Real Invest Trading Corporation ce vendredi 28 avril 2023. L'accord fait de American Dream Capital Funding l'unique détenteur en Afrique de l'Ouest du système CDM. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Je suis heureuse de vous retrouver. Renforcer la croissance économique, l'emploi, la transformation structurelle et le développement du secteur privé est la vision de la commission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, elle a initié la troisième réunion conjointe des ministres du Commerce et de l'Industrie de la CEDEAO, marquée par la présence de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. À l'issue de 2 jours d'échange, des instruments régionaux clés et la question relative au commerce multilatéral seront examinés et validés. Zénab Dosso et Tima Traoré. Pour la troisième fois, les ministres du commerce de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se sont réunis pour échanger sur l'avenir de leur secteur. Le but, trouver des pistes de solutions pour atteindre la vision 2030 de la Commission de la CEDEAO. Cette vision entend le renforcement de la croissance économique, l'emploi, la transformation structurelle et le développement du secteur privé. Parmi les initiatives soumises à l'examen des ministres figurent des mesures visant à faire progresser les chaînes de valeur du secteur automobile, permettre aux États membres de tirer pleinement parti de l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale africaine et stimuler le secteur du commerce électronique et l'économie numérique. Il s'agit précisément pour nous d'évaluer les progrès accomplis, d'examiner les meilleures voies d'amélioration de nos relations multisectorielles et de donner des orientations claires sur la marche à suivre dans le cadre du renforcement de l'intégration économique, du développement industriel, de la promotion du commerce intra-régional dans l'espace CEDEAO, ainsi que la meilleure insertion de notre communauté dans le commerce international. Mesdames et messieurs les ministres, chers participants, selon la SFI, le numérique constituera un outil essentiel dans le cadre de la réduction de la pauvreté à travers le monde. Cependant, force est de constater que la fracture numérique reste importante dans la zone CEDEAO. En réponse à cette situation, la stratégie régionale proposée en matière de commerce électronique, qui vous sera soumise pour examen et adoption, permettra à la région de tirer parti des possibilités offertes par le commerce électronique. La troisième réunion des ministres du commerce et de l'industrie a été rehaussée par la présence de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce qui invite les membres à saisir les opportunités pour favoriser le commerce intra-régional. This provides an opening for you to make the case for locating more supply chain investment here in West Africa. We can produce more here to sell to ourselves across the continent and also to the rest of the world. La troisième réunion des ministres du commerce et de l'industrie de la CEDEAO s'est également voulu un cadre pour aborder la question sur la protection des consommateurs. À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, ce 28 avril, de nombreuses entreprises et organisations ont organisé des événements pour sensibiliser à l'importance de la sécurité sur le lieu de travail. C'était le cas de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers qui a réuni ses employés et entreprises sœurs autour du thème « Risques technologiques, tous concernés ». Tous acteurs. Anja Simien et Richard Kiki.
Le risque est inhérent à l'activité de tout travailleur. Dans le secteur de l'énergie pétrolière encore plus. Dans ce cas de figure, il s'agit des risques technologiques. La société africaine d'entreposage de produits pétroliers et son client Total Energy, au cours de cette journée, ont sensibilisé les employeurs, les travailleurs des sociétés sœurs dans son ensemble sur les risques technologiques. Le risque technologique, parce que ça fait partie de notre environnement. On vit avec donc ces risques-là et ça a été l'occasion pour nous de débattre donc de ce sujet. Des efforts sont nécessaires pour promouvoir une culture de la sécurité. Cette culture doit être intégrée dans toutes les activités des entreprises les plus exposées aux risques. À la SAEPP, la manipulation, la manutention des produits sont délicats. Il y va de la vie des agents et des riverains. Une implication de tous les départements dans la sécurité au travail s'impose, d'où le thème « Tous concernés, tous acteurs ». C'est l'implication, il ne faut rien laisser. Tout doit compter, tout ce qui est panne, tout ce qui est défaillant, tout ce qui est déviance, il faut accorder une attention particulière, il faut le traiter aussitôt, il ne faut rien différer, il ne faut rien remettre à demain parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la catastrophe peut arriver. Alors le bilan pour moi il est très positif parce qu'il y a eu des interactions, il y a eu des jeux de rôle qui ont permis à chacun dans sa fonction de voir un peu son rôle en tant que professionnel dans la maîtrise des risques technologiques. Au-delà de cette journée de sensibilisation initiée à la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers, la sécurité et la santé des travailleurs doivent être considérées comme une priorité tout le long de l'année afin de garantir des conditions de travail justes et équitables pour tous. Et puis la conférence de promotion des investissements et du commerce Chine-Côte d'Ivoire s'est tenue ce 27 avril 2023 à Abidjan. La 3e exposition économique et commerciale sino-africaine, placée sous le thème « Un développement commun pour un avenir partagé », se tiendra à Yueyang du 29 juin au 2 juillet 2023. Le site principal de l'événement et le site principal de l'exposition sont logés à Yueyang en Chine. Les détails avec Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. La 3e exposition économique et commerciale sino-africaine se tiendra dans la province de Yunnan, dans le sud de la Chine, du 29 juin au 2 juillet 2023 dans la ville de Yueyang. Les promoteurs ont livré une communication lors de la conférence de promotion des investissements et du commerce Chine-Côte d'Ivoire ce jeudi 27 avril à Abidjan. Le maire adjoint de la ville hôte qui accueillera l'événement, le conseiller à l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et son homologue de Côte d'Ivoire en Chine, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à travers son directeur exécutif étaient présents. La Côte d'Ivoire sera bien présente à ce rendez-vous avec une forte délégation, membre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGC. Une occasion de faire les affaires avec les investisseurs chinois. Les Chinois ont déjà investi en Côte d'Ivoire dans la transformation de certains produits, noix de cajou, huile de palme. Et donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour que plus de valeur ajoutée soit faite sur le sol ivoirien. Nous allons faciliter la participation, c'est-à-dire coordonner ceux qui arrivent, comment ils seront accueillis, par quel aéroport ils vont passer, tout ce qui est logistique et puis tout ce qui est leur séjour en Chine et surtout aussi la mise en relation pour organiser les B2B. Bon, nous sommes entreprises de Côte d'Ivoire, nous nous préparons activement à contribuer comme toute autre entreprise ivoirienne. Du 29 juin au 2 juillet, les entreprises ivoiriennes iront à la rencontre des entreprises chinoises à Yunnan à travers cette 3e exposition économique et commerciale sino-africaine. Au programme des rencontres B2B, des événements majeurs, des forums et séminaires de haut niveau, la promotion et le jumelage d'entreprises, des séminaires thématiques et des événements parallèles. Un contrat de franchise a été signé ce vendredi 28 avril 2023 entre American Dream Capital Funding, ADCF et Real Invest Trading Corporation. Un accord qui fait de la structure ADCF l'unique entreprise détentrice en Afrique de l'Ouest de la technologie CDM. On en sait davantage dans cet élément signé Walter Kofi et Augustin Kra.
Une technologie avec une production moyenne de 1 500 000 m² de coffrage est capable de produire 30 000 logements par an. Voici de quoi vient se doter la structure American Dream Capital Funding grâce à un accord de franchise signé avec Real Invest Trading Corporation. Dénommée CDM System, cette technologie qui se veut novatrice en Afrique est basée sur un coffrage qui se veut particulier et qui est à l'origine de plusieurs œuvres architecturales à travers le monde. Parce que nous avons fait nos preuves depuis des années. C'est nouveau en Côte d'Ivoire, je conçois, mais c'est un système qui est très rapide. Nous avons trouvé le système, nous avons travaillé pendant des années pour trouver un système pour remplacer le coffrage qui est encombrant et en même temps faire un coffrage qui est en métal et qui ferraille en même temps. C'est-à-dire nous avons enlevé beaucoup de soucis aux entrepreneurs. Ce coffrage, il est posé, donc il n'y a plus de coffrage traditionnel, il n'y a plus de ferraillage et c'est ce qui nous permet de faire des économies par rapport au temps, à la pose et surtout la qualité des ouvrages qui sont très bien. Pour American Dream Capital Funding, cette signature symbolise le lancement de ces projets de construction de près de 10 000 logements sociaux retardés par la Covid-19. Pour le directeur général, ce nouvel outil dont dispose son entreprise la positionne aujourd'hui comme un acteur clé dans le programme de développement des logements sociaux en Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour nous déjà de représenter cette technologie impressionnante en Côte d'Ivoire, vu que nous avons accusé un grand retard. Les deux projets majeurs que nous avions présentement sous la main, qui sont le projet Rehoboth et Salem, les souscripteurs de ce projet sont en attente depuis 2020. Et pour nous, il fallait une technologie imposante à partir de laquelle on pourrait donc rattraper le temps perdu. American Dream Capital Funding est à l'initiative de la plateforme ACDF Achat de logements en ligne. La Côte d'Ivoire se porte bien. C'est en tout cas ce qui ressort de l'adresse du président ivoirien lors du congrès sur l'état de la nation ce 25 avril 2023. Alassane Ouattara, qui a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse, a également annoncé la mise à disposition de 365 milliards de francs CFA pour le développement des jeunes. État de la nation ivoirienne, aide à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Quel impact, quelle stratégie efficace de mise en œuvre? Nous recevons dans cette édition Serge Nedro, spécialiste en intelligence économique et chef d'entreprise, pour en parler. Merci d'être sur le plateau de Business 24 Africa. Bonsoir madame. Lors du congrès sur l'état de la Côte d'Ivoire ce 25 avril 2023, le président Alassane Ouattara a présenté un tableau reluisant de l'économie ivoirienne. Partagez-vous son enthousiasme? Évidemment, à l'occasion de l'état de la nation, du discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a présenté tous les aspects politiques, économiques de la nation. Et il faut noter que sur les aspects économiques, il y a essentiellement 3 axes qui ont été relevés par le chef de l'État. Le premier axe est l'impact, j'ai envie de dire, sinon l'influence de la conjoncture économique mondiale sur l'économie nationale. Évidemment, le chef de l'État a noté la résilience de notre économie, puisqu'il a mis en avant les 2% du PIB qui ont été mis à la disposition pour pouvoir maîtriser l'inflation, notamment dans les secteurs de la boulangerie et le secteur de l'énergie. Et également, le deuxième axe s'est concentré sur le programme national économique, autour, j'ai envie de dire, des points de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'énergie, où le chef de l'État a mis en avant, j'ai envie de dire, l'accroissement des centres de santé dans les lieux les plus défavorisés. Et le troisième élément, il s'agissait ici de montrer, bien entendu, qu'il y a un équilibre dans les agrégats macroéconomiques, donc notamment en ce qui concerne le taux d'endettement qui était relevé à 55% du PIB, et puis le PIB qui est un indicateur de croissance qui passe aujourd'hui pratiquement selon les projections du chef de l'État de 6,7% à 7,2%. Donc on peut comprendre l'enthousiasme du chef de l'État, mais il faut dire que beaucoup reste encore à être fait, parce que d'autres indicateurs
n'ont pas été mentionnés par le chef de l'État, tels que les indicateurs, tels que le taux de chômage, par exemple, qui est un taux de chômage quand même qui est très important, et la balance commerciale aussi qui n'a pas été relevée, qui est une balance commerciale qui est aussi quand même, j'ai envie de dire, très important aussi. Donc on a même l'indicateur tel que la dette publique intérieure qui est de près de 1200 milliards, qui est encore là, qui a une dette extrêmement importante et qui présente un risque quand même modéré, mais qui est un risque quand même important. Donc il faut dire que il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de choses restent à faire et on ne peut qu'encourager le chef de l'État dans la dynamique qu'il a choisie. Au vu de ce qui a été dit, enthousiasme, oui, mais plusieurs points sont encore à éclaircir, n'est-ce pas? Tout à fait. Et lors des annonces justement phares du chef de l'État, l'une bien phare est la mise à disposition de la jeunesse de 365 milliards de francs CFA pour aider à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat des jeunes. Une annonce qui donne aussi du baume au cœur. En tant qu'économiste et homme d'affaires, comment pensez-vous que ce fonds peut être efficacement géré? Évidemment, c'est une annonce du chef de l'État qui donne du baume au cœur, surtout à la jeunesse, puisqu'il faut savoir qu'on a une population très jeune, plus de 70% de la population ivoirienne a moins de 35 ans, et donc c'est une grande frange de la population qui reçoit cette annonce comme étant une bonne nouvelle. Maintenant, pour répondre à la question que vous me posez, j'ai envie de dire, mal placé pour pouvoir indiquer au chef de l'État comment est-ce qu'on peut utiliser cette somme. Je crois que le chef de l'État a pris en compte tous les dispositifs nécessaires avant de venir annoncer cela. En termes de gestion, mais on peut quand même le dit, on peut quand même relever un certain nombre de points. Moi, je pense qu'il va falloir tirer des leçons des politiques passées, parce que les politiques passées au niveau de la jeunesse, c'était la mise en place, j'ai envie de dire, des fonds sur un certain nombre d'agences, telles que l'agence emploi jeune, ainsi de suite. Maintenant, je pourrais préconiser par exemple la création d'un organisme financier de développement, vous voyez, en fait, qui est une sorte de banque pour les entrepreneurs ivoiriens, qui pourra en fait en réalité faire des prises de participation par exemple dans des entreprises projets ou dans des entreprises qui existent déjà, dans le but évidemment de permettre le renforcement des fonds propres de ces différentes entreprises des jeunes gens, et pourquoi pas permettre l'expansion j'ai envie de dire, l'expansion commerciale en termes de chiffre d'affaires de ces entreprises-là. Non seulement cela va créer de l'emploi au niveau des jeunes, et cela également va avoir de l'impact réel sur les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand on annonce ces genres de fonds, les jeunes sont contents, mais les ressentis des jeunes Ivoiriens, c'est qu'ils ne reçoivent pas l'impact réel de ces fonds-là au niveau national ou au niveau de leur quotidien vécu. Et donc, il va falloir cibler, j'ai envie de dire, mettre en place un organisme financier, cibler, j'ai envie de dire, des projets sur 3 niveaux, par exemple des projets d'innovation, des projets dans le domaine de la technologie, des projets dans le domaine de l'agriculture, et pourquoi pas renforcer les capitaux de ces différentes entreprises, de ces jeunes gens. La question donc de la gestion de la politique est mise en avant. Il faut s'inspirer de la gestion passée de certains projets pour bien... Oui, s'inspirer de la gestion passée, mais il faut tirer des leçons plus. Pas s'inspirer pour pouvoir recopier la même chose, mais s'inspirer dans le but de tirer des leçons, parce que nous avons vu l'échec qu'il y a eu dans les politiques passées, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous préconisons par exemple la création d'une banque d'innovation et des entrepreneurs, dans le but évidemment de pouvoir renforcer les entrepreneurs, ceux qui prennent, j'ai envie de dire, des décisions et qui prennent des projets d'innovation, des projets dans le domaine de la technologie et de l'agriculture. Pour terminer, Monsieur Serge Nedro, après la présentation de l'état de la nation par le chef de l'État, pouvons-nous dire que son optimisme et sa vision pourront contribuer à rassurer davantage les investisseurs? Évidemment, pendant tout le discours du chef de l'État, on a vu qu'une bonne partie du discours du chef de l'État s'adressait aux investisseurs, aux partenaires extérieurs de la Côte d'Ivoire. Parce que quand il fait état, évidemment, de l'accompagnement du FMI, le 3e accompagnement du FMI, c'est pour montrer que le pays est un pays solvable. Quand il fait état également de la solidité, en mettant en avant le taux de croissance, en mettant en avant, j'ai envie de dire, le taux d'endettement qui est relativement faible par rapport aux autres pays, en mettant en avant la résilience de notre économie par rapport aux autres économies
économies africaines qui ont eu quand même des chocs importants à partir de la crise de la Covid et la crise ukrainienne. Le chef de l'État veut montrer aux investisseurs étrangers que la Côte d'Ivoire est une économie solide, qui est prête à pouvoir respecter ses engagements internationaux. Et c'est le cas. Maintenant, est-ce qu'il faut simplement, j'ai envie de dire, rassurer les investisseurs internationaux? Il faut aussi rassurer les Ivoiriens. C'est pourquoi nous disons que le chef de l'État, nous voulons encourager ici le chef de l'État à aller de l'avant. Parce que gouverner, c'est prévoir. On ne va pas chaque fois réagir, mais il faut anticiper un certain nombre de problèmes structurels, et les problèmes structurels sont là. Par exemple, augmenter le pouvoir d'achat des Ivoiriens, par exemple, permettre à ce que, j'ai envie de dire, le taux de chômage soit réduit, parce qu'on voit aujourd'hui que le taux d'employabilité de la jeunesse est extrêmement faible. Nous voyons des jeunes gens qui sortent des études, des écoles, mais qui n'arrivent véritablement pas à avoir de l'emploi. Donc, augmenter ce taux d'employabilité, et pourquoi pas revenir à la question de la souveraineté alimentaire, qui est une question très importante. Voilà, c'est une question très importante. Et quand nous voyons des pays qui aujourd'hui ont atteint un certain nombre de souveraineté alimentaire, c'est très important, parce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, que nos produits alimentaires augmentent de jour en jour. Il y a une certaine inflation à ce niveau, et je pense que le gouvernement devait s'attaquer à ces problèmes pour que les Ivoiriens puissent ressentir dans le quotidien, de façon réelle, j'ai envie de dire, l'impact de cette croissance économique qui est mise en avant par le chef de l'État. Les coûts sont importants et les demandes augmentent. Les demandes augmentent, et l'accès même à la santé aussi est un élément extrêmement important. On voit les coûts de la santé qui sont très élevés aujourd'hui. On voit par exemple l'accès à l'énergie qui, comme le chef de l'État l'a dit, qui reste encore limité. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire, et nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Business 24 Africa. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous poursuivons ce journal avec le 20e anniversaire du Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole et le conseil agricole FIRCA. Les dates de la célébration des 20 ans du FIRCA sont connues. Les 23, 24 et 25 août 2023 sont les dates choisies. Le lancement des festivités a eu lieu vendredi 28 avril 2023. Diane Kablanco et Tima Traoré. FIRCA, qui est le positionnement pour une contribution efficace au développement structurel depuis l'économie agricole ivoirienne après 20 ans d'existence. C'est autour de ce thème que le FIRCA va célébrer ses 20 ans d'existence en août prochain au Radisson Blu à Abidjan. Cette célébration se fera en 3 étapes après le lancement tenu ce jour, à savoir la promotion des filières agricoles, la célébration solennelle du 20e anniversaire et la poursuite de la célébration du 20 ans d'anniversaire au Sahara 2023. Dans son discours de bienvenue, le directeur exécutif du FIRCA est revenu sur les grandes réalisations du fonds depuis sa création. Les domaines d'activité financés par le FIRCA couvrent notamment la recherche agronomique et forestière appliquée, la conduite d'expérimentation et de démonstrations pour la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation, la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés. Pour sa part, président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, a salué les efforts du FIRCA dans le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui de cette célébration. Le FIRCA est un exemple parfait d'outils professionnels nés de la volonté de l'État d'accompagner les acteurs professionnels du secteur agricole, et cette démarche d'implication des acteurs professionnels aux côtés de l'État représente une expérience unique dans notre espace CEDEAO. Le quotidien ivoirien Le Patriote, comme à l'accoutumée, initie des séances d'échange dans le cadre de ses activités. L'activité dénommée « Invité de la tribune » au cœur du débat s'est voulue une fois de plus interactive ce jeudi avec pour invité Ouattara Draman, secrétaire national du RHDP en charge des militants de l'étranger. Retour sur ce moment avec Ange Assémian et Richard Akeke.
Face aux journalistes de la rédaction du quotidien Patriote, Ouattara Draman, l'invité de la tribune de ce jour, a su placer les mots pour décrire amplement la vision du RHDP pour les militants de la diaspora. Du programme d'activité en passant par les 4 axes majeurs du secrétariat, l'invité de la tribune au cœur du débat s'est prononcé sur la structuration du parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'extérieur. À travers 4 actions principales. La première action, c'était donc de faire en sorte que la diaspora RHDP soit la première force de mobilisation à l'extérieur. Le deuxième axe important que nous avons abordé, c'est de faire en sorte que la diaspora RHDP soit une force politique, que la diaspora RHDP soit la diaspora la plus disciplinée. Occasion donnée aux journalistes de soulever la question de la bipolarisation de la scène politique au plateau relativement aux futures échéances électorales municipales. Ouattara Draman, sans langue de bois, a été clair à ce sujet. Il respecte la décision du président du parti et travaille à sa réalisation. Le président de la République, qui est notre patron à nous tous, qui est même au-delà un père pour nous tous, a pris une décision. Donc il a pris une décision, mon devoir, c'est de faire en sorte que la décision du parti soit traduite en réalité. Donc je n'ai aucun ressenti. Donc je vais œuvrer avec mon jeune frère Fabrice Saougnon pour faire en sorte que le candidat de notre parti soit victorieux à l'élection à venir. L'invité de la tribune au cœur du débat, initié par le quotidien Le Patriote, a reçu son premier intervenant de l'année. Ouattara Draman est le premier responsable des militants RHDP de la diaspora depuis février 2022. Il a marqué son passage par le don de matériel informatique. Timaok SDI, entreprise évoluant dans le secteur de l'imprimerie avec à sa tête Patrick Assi, développe des services en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Les nouveaux locaux de l'entreprise ont été inaugurés dans la commune de Cocody en présence de plusieurs autorités religieuses, administratives et ministérielles au grand bonheur des populations. Zénab Dosso et Tima Traoré. Dans un marché en pleine évolution et de plus en plus exigeant, l'entreprise Timaok SDI se veut leader de l'imprimerie en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Les nouveaux locaux de l'entreprise ont été inaugurés au grand bonheur des acteurs du secteur dans la commune de Cocody. Ces locaux permettront de fournir des solutions d'impression de qualité adaptées à tous les besoins des Ivoiriens. Fruit de 18 années de travail acharné, ce succès, le directeur général Patrick Assi le doit à son équipe, ses partenaires, mais surtout à Dieu, qui pour lui est le garant de toute affaire. C'est d'ailleurs l'intérêt du nom Timaok qui signifie honorer. Lorsque vous faites un vœu à l'Éternel et que Dieu honore ce vœu, en retour, vous devez être reconnaissant. Donc il n'est pas aisé aujourd'hui d'avoir un visa et d'aller voir les machines en Europe. Et donc nous avons réfléchi, nous avons dit il est opportun que nous créions un showroom dans lequel nous allons installer les machines de production qui répondent aujourd'hui aux technologies innovantes dans l'impression. Donc c'est la motivation, avoir en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne, un endroit, un environnement pour montrer les machines de production, les machines des fabricants dont nous sommes les distributeurs. Je pense que c'est la rencontre de deux hommes. J'étais jeune directeur général. J'ai eu confiance en Patrick Assi, qui a toujours eu des valeurs. Il fait souvent référence à Jésus-Christ. Et je crois aussi à ça, au fait que dans la vie, il y a des rencontres. Et c'est vrai que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on travaille ensemble, en toute confiance. On a su l'aider au début, car c'est beaucoup d'investissement. Et en fait, il nous l'a redonné parce qu'il représente très bien la marque Riso dans son pays, qui est la Côte d'Ivoire. La cérémonie d'inauguration de l'entreprise Timaok, spécialisée dans l'imprimerie, a vu la récompense de tous les acteurs ayant contribué à sa conception. L'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire ont lancé à Dabou, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, le concours La Plume Anti-Tabac 2023.
Pour mieux s'imprégner des différents genres journalistiques et mieux postuler à ce concours, une trentaine de journalistes membres du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme, l'alcool en milieu scolaire et universitaire bénéficient d'une formation de 3 jours. Djekou de Silva et Doumbia Ayuba. Ils sont une trentaine de journalistes et membres du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. C'est devant ces hommes des médias que l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont lancé le concours La Plume anti-tabac. À la clé, un prix d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Je pense que comme cela a été indiqué aujourd'hui, vous savez, le tabagisme est un fléau. Parce que, comme on a dit dans notre intervention, c'est un peu plus de 5 000 personnes qui meurent chaque année. C'est beaucoup. Donc il était important de pouvoir vulgariser cette convention cadre que la Côte d'Ivoire, je dirais que tous les pays ont signé avec l'OMS. Les journalistes constituent un maillon essentiel dans ce combat-là. Et pour que les journalistes puissent bien mener leur combat, et appuyer le gouvernement dans cette lutte contre l'industrie du tabac, il faut bien qu'ils soient aguerris à ce que c'est que le tabagisme. Donc la formation sied à cela. Durant 3 jours de formation, l'ensemble des journalistes devront s'exercer au grand genre journalistique, les dossiers et les reportages. Ils ont obtenu les encouragements du président du réseau des communicateurs. Le concours La Plume anti-tabac, un concours qui valorise les talents et qui récompense le meilleur journaliste ivoirien engagé contre ces addictions-là. En Côte d'Ivoire, selon les spécialistes, le tabac est régulièrement consommé par 14,6% de la population et responsable de plus de 5 000 décès par an. Au plan économique, la lutte contre le tabagisme coûte 28,6 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire pour la prise en charge des maladies induites par la consommation des produits du tabac. Parlons action sociale avant de refermer cette édition. Les clubs Lions, Abidjan, Arc-en-Ciel, Filao et Timoé ont effectué une visite au service de pédiatrie du CHU de Trècheville et ce pour faire un don de matériel médical afin de soulager les enfants atteints du cancer. Reportage de Djekou de Silva. Ce sont les représentants du Lions Club Abidjan Arc-en-Ciel, Lions Club Abidjan Filao et du Lions Club Abidjan et Timoé. Ils se sont rendus à l'unité d'oncologie du service pédiatrie au CHU de Trècheville d'Abidjan. Objectif, faire un don à ce service très capital pour les enfants atteints du cancer. Ils ont remis au professeur Lassine Sissé et à son équipe un don de matériel médical. Dans le cadre du cancer infantile que nous sommes là pour venir soutenir les enfants qui sont atteints de cancer ou qui sont susceptibles d'être atteints de cancer. Donc ce partenariat existe il y a déjà quelques années. Nous avons le Lions Club Abidjan du district 403 A2. Nous avons déjà réhabilité des chambres. Nous avons appuyé ce service-là depuis un certain temps. Le personnel du service pédiatrie du CHU était heureux de réceptionner ces dons. Venu soulager les enfants, la délégation du club service s'est faite une idée du fonctionnement de ce service à travers les explications des responsables. Le Lions Club nous a permis aussi d'équiper nos salles qui sont en bas de notre côté. Notons qu'au total, plus de 250 000 jeunes de plus de 150 pays servent bénévolement dans les activités du Lions Club. Les Lions Club fonctionnent sur l'idée de rassembler des gens animés de compassion, prêts à agir dans leur collectivité et se faire de nouveaux amis pour découvrir la satisfaction d'aider les autres. Le club service en Côte d'Ivoire est affilié au Lions Club International et ce depuis 2009. C'est sur cet élément signé Djekou de Silva et Koné Nanourgo que nous refermons cette édition. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.